Mais j'ai trouvé très enrichissant de pouvoir ne pas rester sur ma seule vision des choses et de pouvoir écouter un regard extérieur qui me disait « Oui, finalement, votre idée, elle est très bonne, mais… » Et le « mais », c'est très important. Vous écoutez le podcast « Parlons livre photo » présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons livre photo. Je suis toujours avec Gérard Bessière que vous avez pu entendre la semaine dernière, donc il y a 2 minutes pour nous. Cette fois-ci, nous allons parler un petit peu plus de l'auto-édition et de comment on fait un livre. Alors ça s'adresse aux photographes qui ont envie d'auto-éditer leur livre. Ça s'adresse aux curieux et à toutes les personnes qui ont envie un peu de découvrir les coulisses. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est un livre qui est magnifique, ça on l'a déjà dit, mais qui est accompagné d'un tirage en coffret. Donc 3 séries limitées à 30 exemplaires. Mais Gérard va nous expliquer tout ça. Bonjour Gérard. Bonjour. Donc tu nous as parlé du contenu, on a parlé du Maroc, on a parlé de ta vision de la photo. Cette fois on va vraiment parler un petit peu plus fabrication, comment on fait. Par quoi tu veux commencer? Quand tu as décidé de faire le livre, comment ça se passe dans ta tête? Faut que je trouve un éditeur? Faut que je trouve un imprimeur? L'imprimeur, j'en avais une idée assez précoce, je dirais, dans la mesure où, étant moi-même de la périphérie toulousaine, je connaissais l'entreprise, l'imprimerie Escourbiac, je savais quelles étaient ses lettres de noblesse, sa qualité incontestable, sa réputation. Il n'en reste pas moins que je savais aussi que la qualité, ça se paye, et que le choix était un petit peu délicat, puisqu'il consistait à dire, attention, jusqu'où peux-tu aller ou jusqu'où peux-tu ne pas aller, hein? Il y a eu effectivement une première rencontre avec Olivier Godefroy, qui est un extraordinaire, responsable, manager et en même temps homme de communication. C'est ça, c'est compliqué de les définir chez Escourbiac parce que ils sont là et alors c'est une entreprise, hein, ils ont besoin de vendre leur savoir-faire. Donc c'est des commerciaux, mais ça va au-delà du commercial parce qu'ils sont aussi de très bons conseils dans plein de domaines, que ce soit artistique, que ce soit économique aussi, que ce soit dans la façon d'aborder le livre. Enfin, ils sont au-delà du commercial, au-delà du technico-commercial. Complètement. Donc c'est assez difficile de les définir, je trouve. Complètement. Moi, j'ai eu dès le départ une rencontre extrêmement forte d'ailleurs et très personnelle avec Olivier, qui a suivi le projet comme il le fait souvent d'ailleurs de A à Z, et avec, disons à chaque fois l'arbitrage entre l'enthousiasme qu'il pouvait avoir sur le projet, car dès le départ, il a aimé particulièrement le projet, mais je suis aussi, je ne rêve pas. Je sais aussi que ses objectifs sont effectivement aussi de participer à la vie de son entreprise, et que, bien entendu, tout nouveau projet, il est obligé de s'y impliquer complètement pour que les choses puissent avancer. Donc il fallait arbitrer entre la passion partagée sur le projet, mon envie effectivement de faire une œuvre d'exception, et en même temps le fait quand même de garder raison, hein, quant aux emballements, aux décisions relatives au budget, etc., etc.
Ceci étant, Olivier, pendant toute la démarche, n'a cessé de me dire, mais bon, enfin Gérard, tu n'envisages pas une production suffisante, ce produit est magnifique, il ne faut pas tirer à tant d'exemplaires, il faut tirer plus, etc. J'ai dit oui, je connais le problème de la progressivité, ou là, plutôt, la minoration des frais techniques par rapport au volume de l'impression, etc. J'ai dit, mais pour autant, je n'irai pas plus loin. Oui, parce que, alors, juste pour un peu, comme c'est destiné aux photographes qui souhaitent peut-être auto-éditer, quand on imprime un livre en offset, les plus gros frais, en fait, c'est le démarrage de l'impression, le calage des machines, la commande du papier. Il y a des gros coûts de départ, mais après, plus on fait d'exemplaires, bien sûr. Et c'est des coûts résiduels. Voilà, les 100 exemplaires supplémentaires ne sont jamais très très chers. Alors qu'en numérique, les coûts sont les mêmes, qu'on imprime 1 ou 100. Exactement. On va avoir quasiment les mêmes coûts. Néanmoins, toi, j'ai l'impression que tu voulais une édition un petit peu limitée. Moi, je voulais une édition limitée, limitée par deux choses. D'une part, par le désir de faire une œuvre d'exception, je dirais. Par la volonté aussi de ne pas être à un moment donné conduit à effondrer les prix pour inonder le marché, avec tout ce que ça suppose derrière. Je voulais rester dans un domaine effectivement de rareté. Alors si je voulais employer un terme un peu pompeux, je dirais de démarketing, c'est-à-dire de faire en sorte effectivement que la personne qui achète a une œuvre qui est particulière. Il n'en reste pas moins que j'étais parti sur 300 exemplaires de production. J'allais te poser la question, tu m'enlèves toujours les questions. Ouais, j'étais parti sur 300 exemplaires en me disant c'est bien beau de produire, ensuite il faut vendre. Oui. Hein, et c'est pas simple. Et je me suis laissé convaincre par Olivier de pousser à 400, en fait, c'est-à-dire 300 exemplaires de livres et les 90 exemplaires de coffrets. Si j'avais écouté Olivier dans sa totalité, on aurait produit à minima à 500, pour ne pas dire plus. Ce que j'ai refusé, sachant que là, le coût particulièrement important de cette production a été quand même un papier d'exception, en fait. Tu peux nous rappeler le nom? J'ai oublié, tu me l'as dit avant. Le Fredigoni, qui est un papier italien qui n'avait jamais été utilisé par l'entreprise Escourbiac pour de l'édition de livres, en fait, qui est un papier d'un prix important. 100% coton, avec une belle tenue. 100% coton, avec une main magnifique, etc. Avec un papier texturé qui rattrapait un petit peu la texture des Hahnemull type aquarelle et autres, en fait. Mais pourquoi ce papier, sur les conseils d'ailleurs avisés de Olivier, pourquoi ce papier? C'est parce que d'entrée de jeu, pour le coffret, je ne voulais pas qu'il y ait de différence entre une image produite sur mes machines, sur des papiers Hahnemull, avec des encres Epson pigmentaires, etc. Je ne voulais pas que l'on puisse avoir de différence entre cette image et l'image produite en offset par les machines de l'imprimerie. Donc il faut rappeler qu'en fait tes coffrets sont accompagnés d'un tirage qui est limité à 30 exemplaires et que tu tires toi-même. Voilà, que je tire moi-même, qui est une épreuve originale, avec un certificat d'authenticité signé par l'artiste, etc. Donc il ne fallait pas qu'il y ait de différence. Je voulais que les photos que j'avais décidé de sélectionner pour l'ouvrage, 80 photos à peu près, je voulais que ce que moi j'en avais en termes d'expression artistique sur mes machines et avec mes écrans, disons, je ne voulais pas qu'il y ait de différence par rapport à un livre édité. Alors,
on a décidé de prendre ce papier, très cher, très coûteux. Et en même temps, il s'avère que sur l'imprimerie Escourbiac, ils ont un merveilleux collaborateur qui est capable, disons, et nous avons fait un gros travail ensemble pendant quasiment une après-midi pour adapter les fichiers de manière à trouver la compensation nécessaire, d'ailleurs qui était très faible, tellement le papier était de qualité, mais trouver la compensation nécessaire pour garantir le résultat final. Donc les fichiers ont été un par un repassés, disons, à l'étuve, si je puis dire, pour effectivement garantir la qualité de la restitution de l'image sur les pages éditées. L'autre chose, c'est que il y a dans cette imprimerie une expertise totale, y compris sur la partie graphique, sur la partie de création, sur la partie de conception graphique. Je regardais tout à l'heure, tu regardais la couverture, qui est cette gravure, cette reproduction de gravure très ottomane, enfin très orientale d'ailleurs. Eh bien, c'est le graphiste qui a eu la magnifique idée de faire cette nuance de brillance de la teinte argentée qui va en fait s'amoindrir dans les angles, notamment en bas, et qui fait que la couverture n'est pas unie. C'est ça. Il y a un dosage de la lumière. C'est ça, là je l'ai en face de moi, le coin bas à gauche brille beaucoup moins que le coin haut droit. Ça donne une vie à la couverture. Et du relief. Et... Qui est irremplaçable par rapport à ce qu'on avait dans les premières épures, disons, où la presse mettait le même dosage de gravure sur la totalité. Ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est lorsqu'il a été, ce sont des détails, mais des détails extrêmement importants. Lorsqu'il a été question donc de faire cette inclusion en relief négatif, disons, de la photo de couverture, avec la petite bordure écrasée tout autour, elle a posé un problème énorme au niveau de l'édition, de l'impression. C'est que tu vois que le titre Itinérance est à cheval sur la couverture, la photo et cet écrasement périphérique. Oui, je regardais ça tout à l'heure en fait. Et il fallait que la presse qui allait effectivement imprimer en blanc le terme itinérance n'ait pas un résultat d'affaissement de la teinte au niveau du passage sur les trois faces, sur les trois parties. Donc ce sont des détails, mais des détails d'une très grande technicité. Technicité extraordinaire. Voilà. Donc la maquette a été construite petit à petit par une équipe qui est incontestablement une équipe d'experts. Lorsque j'ai discuté avec le graphiste et que l'on a parlé, par exemple, au sein de différentes pages, de semer ça et là des éléments dans les angles, des éléments de graphisme qu'on trouve en petites parties et qui sont des reprises, à un moment donné, qui sont des reprises de la couverture. D'accord. Tu as à un moment donné dans certains angles. Oui, il y avait les je sais pas comment on appelle ces graphismes, mais des espèces de rosaces orientales. Ça. Ouais. Et c'est extrêmement fin, c'est très discret, ça n'a rien de prétentieux, de provocateur. Tout est dans la nuance, tout est dans la distinction, tout est dans l'esprit que je voulais que l'on donne
à ce livre. Non, c'est très bien dosé parce que quand on va dans le livre oriental, si on fait pas de son, on peut aller très loin et dans le surcharger tout, mais là c'est bien dosé. Tout à fait. C'est bien dosé, c'est subtil. Ouais. Du coup, si j'ai bien compris, tu as fait appel aux graphistes de chez Scourbiac pour toute la mise en page du livre alors ? Tout à fait. Ok. Tout à fait. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. Moi, j'avais quand même un certain nombre d'idées reçues. Je suis quelqu'un quand même qui, à un moment donné, a des idées très fortes. Hein. Mais j'ai trouvé très enrichissant de pouvoir ne pas rester sur ma seule vision des choses. Ouais. Et de pouvoir écouter un regard extérieur qui me disait « Oui, finalement, votre idée, elle est très bonne, mais... » Et le « mais », c'est très important. On est tellement pris, à un moment donné, par toute la démarche de conception du produit, toute la démarche d'approfondissement de tel ou tel problème, toute la démarche de sélection des images, sélectionner 80 images, quand on a devant une bibliothèque de 20 000, 25 000, 30 000 images, pourquoi celle-ci et pourquoi pas celle-là ? Donc en fait, c'est une succession de nécessité de se forger une vérité qui, si on reste seul à assumer les décisions finales, on peut faire des contresens, on peut aller à l'envers de la nécessité. Alors comment nous avons travaillé ? On a travaillé d'abord à un premier niveau. Il y a eu un travail fait entre les deux complices, c'est-à-dire Mourad Amayet, qui était donc mon partenaire, mon co-auteur musulman à Rabat, qui lui écrivait les textes et moi les images. Mais il écrivait les textes à partir du moment où on avait parlé de la thématique et où j'avais sélectionné les images qui étaient effectivement à retenir. Premier niveau, il me donnait son avis sur les images. C'est important. Un homme de lettres qui effectivement prenait la peine de me dire « Moi, cette image, je la sens pas, je comprends pas, etc. » Et moi, je lui donnais mon avis sur les textes avec une capacité de proposer des corrections des textes, alléger, réduire, insister sur tel point, pas celui-là, etc. Donc, il y a eu une complicité, de régulation mutuelle, déjà sur la conception du livre. Et ensuite, c'est à ce niveau-là que je rentrais en contact avec le graphiste, qui lui me renvoyait un certain nombre de points qui étaient des points d'esthétique et qui étaient complétés par l'équipe technique qui renvoyait des points de difficulté technique, donc de faisabilité. Voilà. Donc le livre, en fait, la construction du livre, c'est une période extrêmement lourde, extrêmement délicate, parce que on a peur de prendre la mauvaise décision. Et tout se joue à ce moment-là, en fait. Tout se joue à ce moment-là, et je peux te dire que le jour où, et on a une vidéo d'ailleurs qui a été faite par Marie, le jour où dans le bureau d'Olivier, j'ai pour la première fois découvert le livre, j'avais signé les bons à tirer, etc. Ouais, mais c'est pas pareil. Mais le jour où j'ai découvert le livre, le jour où il m'a mis le livre devant moi et où j'ai eu le souffle coupé, il n'y avait rien de prétentieux. J'en étais l'auteur, mais peu m'importait d'en être l'auteur. Ce qui était important à ce moment-là, c'est l'espèce de frisson, de larmes aux yeux que j'avais, parce que je découvrais une naissance, la naissance de cet ouvrage que j'avais tellement rêvé. Mais à la limite, je n'en étais plus l'auteur. Je voyais naître une idée, la concrétisation d'une idée. Allez, disons-le, la concrétisation d'un rêve.
Je souris parce que non seulement tu me voles tout le temps mes questions, mais en plus j'allais dire c'est un accouchement et là tu me dis c'est une naissance. Oui, c'est une naissance. Tu me voles aussi mes expressions. Je vais poser le micro, je vais te laisser parler, Gérard. Comment t'as fait l'editing des photos? Donc tu l'as fait avec l'écrivain, avec Mourad. T'as eu un retour du graphiste, mais comment tu as fait pour éditer tes photos? Parce que tu dis que tu pars d'une photothèque de 10 000 ou 20 000 images. 20, 25, 30 000, je ne sais pas combien il y en a. Toutes les photos qui sont dans ce livre ont été sélectionnées par le coefficient d'émotion qu'elles représentaient pour moi. J'avais un ami anglais au photoclub de Foix. Lorsqu'on parlait photo avec son expression, un très très bon photographe d'ailleurs, mais lorsqu'on parlait photo avec son expression anglaise, sur certaines photos, il disait « Oh, it's beautiful, but it's postcard ». C'est une carte postale. Et effectivement, ce qui faisait la différence, c'était pas le sujet, c'était ce que l'image était capable de porter, l'image était capable de véhiculer comme émotion, comme sensation, comme vibration, etc. Eh bien, ma décision de choisir ces images a été portée par cette idée-là. J'ai dit, il n'est pas question, le livre n'est pas simplement la restitution ou l'accumulation de belles images. Il faut que les gens ressentent, à la découverte de l'image, ressentent quelque chose de très particulier. Et la première photo, d'ailleurs, qui est très symptomatique de ce problème-là, voilà, c'est celle-ci, qui s'appelle « Dialogue avec Dieu ». On a ce minaret, tout seul, en fait. On a cet homme assis sur le banc tout en bas de la photo. Et le traitement qui a été fait est un traitement où j'ai accentué la notion d'élévation par ce flouté directionnel vers le haut. La notion de dialogue avec Dieu, alors que le texte d'accompagnement s'appelle la foi. Tu parlais tout à l'heure d'editing, voilà, c'est révélateur d'une problématique d'editing. Parce que Mourad termine son texte, je ne vais pas lire tout le texte, mais Mourad termine son texte par les deux lignes. Chacune et chacun se rappelle la promesse divine, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Et il fallait donc qu'il y ait cette espèce de dialogue entre l'image et le texte. Donc, l'editing, la difficulté, c'est qu'à chaque page, il a fallu répondre à cela. Ouais, un travail de titan. Non, pas de titan, mais un travail mais de... il faut que ça colle avec les textes, il faut que ça colle avec... Voilà, un travail de questionnement permanent, en fait, en disant, est-ce que ce que je ressens, je suis capable de l'exprimer pour les autres? Voilà, itinérante. La démarche essentielle, c'est cela. Après, le plus gros problème qui a été posé, bien sûr, c'était effectivement le problème budgétaire. Alors, à l'heure actuelle, il est fréquent, peut-être d'ailleurs qu'on en touche un peu les limites à certains moments, il est fréquent d'utiliser des montages financiers avec un certain nombre de structures de coworking, le crowdfunding, le financement participatif, ouais. De financement participatif, etc. C'est tellement devenu en fait presque un lieu commun, je dirais, qu'à la limite, ça commence à se réduire ou à rendre pas mal de difficultés. Oui, je pense qu'il y a quelques limites qui ont été atteintes. Quant au bouclage, parce que
on a tellement multiplié cet appel, je dirais, à l'intérêt collectif, qu'aujourd'hui, ça touche ses limites. Moi, j'ai pris un parti différent, parti fondé non pas sur le fait que je suis, disons, détaché de ces problèmes-là, mais j'avais décidé effectivement d'autofinancer la réalisation en me disant que de toute façon, je proposerai simplement une précommande, hein, mais par rapport directement, en relation directe avec mon réseau, je dirais, affinitaire, mon réseau de connaissances, sachant que nombreux étaient les amis d'enfance qui, depuis déjà pas mal de temps, me disaient « Gérard, quand est-ce que tu nous fais un livre sur Fès ?» Alors, le thème était plus resserré. Moi, j'avais très peur, c'est ce que je dis d'ailleurs dans l'introduction, j'avais très peur de faire un livre de photos ethniques ou un livre de géographie ou un nouveau guide du routard ou un livre de restitution voyage, etc. J'avais très peur de cela. Et je me disais, je savais bien que si je me lançais sur un livre qui était, par exemple, un livre sur notre jeunesse à Fès, pour tous les amis de Fès, c'était une belle collecte de souvenirs. Mais en réalité, c'était insuffisant pour moi en termes de laisser une trace sur mon passage au niveau de ce pays, depuis ma naissance jusqu'à, grosso modo, jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, Itinérance, ce n'est pas un livre sur un lieu, ce n'est pas un livre sur une action, ce n'est pas un livre sur une période. Itinérance, c'est, comme je l'ai dit au départ, c'est une espèce de chant du cygne, si je puis dire, de cet homme qui, à un moment donné, a consacré, a bénéficié sur une partie de sa vie de cette vie au Maroc, dont il garde des souvenirs émerveillés, en fait, de bonheur total, et qui en même temps lui permet de transmettre à ses amis, d'abord à ses enfants, petits-enfants. Je dis toujours de façon un petit peu amusée, je dis, faut qu'un jour, si mes arrière-petits-enfants disent, mais finalement, cet ancêtre-là qui était photographe, qui c'était, ben voilà, ils auront le bouquin, et j'espère qu'à travers ça, ils comprendront effectivement que j'ai été un amoureux du pays dans lequel je suis né. Voilà. Donc, faire ce livre, il faut d'abord que l'auteur définisse parfaitement les objectifs qu'il souhaite atteindre. Ça, c'est pas simple. C'est le pourquoi je le fais, qu'est-ce que je veux dire, avant de dire comment je vais le faire. Hein ? Mais une fois qu'on a bien clarifié cet axe et qu'on s'y tient, je crois qu'après, c'est un certain nombre de réponses à caractère technique, financière, temporel, disons. Oui, après c'est très terre à terre en fait. Après, c'est une méthode de travail. Mais le plus difficile, c'est toute la conceptualisation de la démarche. Voilà. Et donc pour en revenir au financement, donc tu as fait de la précommande auprès de tes proches, de tes amis d'enfance. J'ai fait de la précommande. J'ai eu, disons, un retour suffisant pour être capable de m'aider à assumer le financement. Je dis de m'aider parce que bien entendu ça a été loin de couvrir le financement. Mais entre ça et le démarrage de l'opération, avec le lancement, etc., la chose a été assez bien
réalisé, à l'exception d'un accident de parcours important qui s'est appelé la Covid-19. Oui, on en parlait tout à l'heure avant Voilà. d'enregistrer. Tu me disais que ça avait un peu coupé l'herbe sous les pieds bien pour sûr, la vente. bien sûr. On est Là- nombreux dans ce cas. Après, il y en a quelques-uns qui sont bien sortis, de collègues. Je pense à Sylvain Sester, un photographe qui est alsacien, qui a sorti un livre, La vie est belle. Donc un livre avec, alors je sais pas combien d'années de voyage, je crois qu'il doit avoir une 30aine d'années de voyage derrière lui. Donc il a compilé les meilleures images pour en faire un livre qu'il a appelé La vie est belle. Et finalement, son livre et son titre tombaient au bon moment. Et je sais que lui, il s'en est très bien sorti. Il a eu un bon flair. Ça a coupé, mais ça a aussi coupé l'herbe sous les pieds de pas mal de monde. Oui, moi j'ai un ami à Toulouse, Yann Renette, qui est un auto-éditeur, donc qui en est à sa 5e ou 6e édition. Il a notamment parfaitement réussi une édition d'un livre sur Toulouse qu'il a eu l'idée riche de mailler, disons, avec le parcours de Nougaro. L'édition a très très bien marché, mais parce que c'était un livre qui faisait appel, je dirais, à la citoyenneté des Toulousains. En fait, Oui. Voilà. Oui, ça C'était un marche, livre quelle que soit la période. Par contre, il a fait d'autres livres il a voulu en faire un sur son pays, sur la Hollande, puisqu'il est hollandais. Il en a fait d'autres sur l'île d'Aix, etc. Beaucoup plus difficiles, parce que les univers sont extrêmement restreints. Et il devient à un moment donné un peu délicat d'auto-diffuser le livre, dans la mesure où s'il faut se déplacer sur un espace donné, passer une semaine, etc., il y a un problème de difficulté, en fait. S'agissant d'itinérance, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est plus un réseau, je dirais, affinitaire, un réseau de gens amoureux du Maroc, pour telle ou telle raison. Ça peut être parce qu'ils y sont nés comme moi, ils y ont vécu, ils viennent chercher effectivement les émotions liées aux souvenirs et autres. Ça peut être aussi des gens qui ont été au Maroc, qui en ont gardé en retour un souvenir extraordinaire et trouvent dans ce livre la complémentarité, enfin la continuité des émotions qu'ils ont ressenties dans tel ou tel voyage qu'ils ont fait. Mais il y a quand même toujours une raison émotionnelle, en fait. Alors, tous les livres n'ont pas la même trame, je dirais. Ça dépend du projet de l'auteur. J'ai à l'heure actuelle un ami qui est photographe, et photographe animalier, et qui travaille sur l'Éthiopie avec une focalisation sur un animal, le loup d'Éthiopie, Le loup d'Abyssinie. le loup d'Abyssinie, Ouais. qui est très peu connu, très peu représenté, etc. Il en fait une spécialisation quelque part. Donc il est évident que là, il est en train de sortir un livre. Il est évident qu'il va sortir un livre qui va concerner les gens intéressés par le sujet, que ce soit parce que ce sont des photographes animaliers ou autres. Voilà. Donc, à chaque projet, l'édition d'un livre n'est pas différente de l'édition d'un auteur, d'un écrivain. C'est-à-dire chaque projet est a une individualité. Le problème, c'est la cohérence. Si j'avais voulu faire un livre sur la richesse de l'Orient et que je ne lui ai pas donné ses lettres de noblesse au niveau de la réalisation, il est évident que j'aurais été sur un contresens. Oui, clairement. Donc si j'avais fait un livre en disant oui, mais j'ai pas
je veux pas aller trop haut dans le budget, donc je vais limiter sur la qualité de la couverture, je vais faire du souple, je vais limiter sur la qualité du papier, etc. Je peux pas défendre la richesse d'une civilisation orientale si je n'amène pas effectivement le lecteur immédiatement dans une entrée dans cet univers. Alors, après, on est dans une période où, enfin, c'est plutôt une génération qui cherche les grands formats, les grands livres. On peut aussi réduire le coût par la taille du livre. Et il y a quelques exemples parmi les livres qui sont dans le podcast qui en sont l'exemple. Je pense à celui de Yegan Mazandarani. Donc, c'est un livre qui s'appelle Paria, sur la guerre du Donbass. Donc, Yegan est parti avec un argentique en moyen format. Et il en a fait un bouquin qui n'est pas très grand, ça doit être à peu de choses près du A5, donc une demi-feuille A4 standard. Et bon, il a une belle couverture en toile, une cuvette avec la photo comme tu l'as fait, un papier très sympa aussi. Réduire la taille du livre peut être une solution aussi pour avoir quelque chose de... Bon, après non, t'as raison, parce que sur le Moyen-Orient, il faut que ce soit grand, il faut que ce soit... clinquant, beau. Bah oui, il faut que ça en impose, en fait. Mais ça dépend du sujet, en fait. Voilà, ça dépend du sujet, tout à fait. Ça dépend du sujet, ouais. Est-ce que, alors pas dans la conception du livre en termes de contenu, mais dans sa conception physique, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment sur ce livre ? Au risque de paraître prétentieux, je dirais non. Je ne supprimerai pas une virgule. Pour moi, ce livre ne sera peut-être pas, in fine, un success story au plan commercial, j'en sais rien. Mais c'est vrai que la période est quand même difficile, incontestablement. J'ai l'impression de toute façon que c'est pas vraiment ce que tu cherches. Oui. Donc tu as fait 400 exemplaires. Oui, mais tu peux pas avoir un Bordeaux en disant que tu en as vendu 10 000. Non, tout à fait. Mais bon, je ne sais pas ce que sera la finalité de l'opération, mais il y a une chose que je sais, c'est que je ne changerai rien, s'il fallait le refaire, à cette réalisation dans sa sortie, enfin dans ce qu'elle est en finalité. Tout y est, pour moi, représentatif de ce dont je rêvais. Et même, je dirais, alors ne parlons pas les textes de Mourad, etc., c'est magnifique, c'est merveilleux, même au niveau de l'édito. Lorsque j'ai discuté avec Mourad, j'avais un rêve, Tissot, toujours pareil. Je disais, mais finalement, moi, j'aimerais bien que l'édito soit écrit par une femme. Il y avait derrière bien sûr, il y avait derrière une justification, je dirais, personnelle, en disant, bon ben, c'est un livre sur le Maroc, etc. Le fait que on en finisse un petit peu avec cette vision un peu caricaturale d'un pays machiste, le pays des hommes, etc., etc. Alors que le Maroc aujourd'hui, n'oublions pas, il y a dans les Fantasias maintenant des équipes féminines, et qui gagnent des premiers prix, en fait, alors qu'elles ont fait sourire un petit peu de façon sarcastique les hommes lorsqu'est apparue la première Sorba, exclusivement féminine. Aujourd'hui, il doit y avoir 8 ou 10 Sorbas féminines parmi les Fantasias, et le fait que les femmes arrivent sur ce milieu éminemment d'hommes a fait qu'elles sont arrivées avec la finesse de leurs attitudes. Certes, des cavalières exceptionnelles et capables de manier la poudre, de manier le fusil, mais en amenant l'or, les tissus, les soies, les broderies,
les cuirs brodés, etc. Et donc en amenant la richesse, la beauté de la femme orientale sur un cheval, le fusil à la main. Les hommes qui à l'époque avaient tendance à aller faire le baroud avec des Nike ou des jeans sous la djellaba ont été piqués au vif, et aujourd'hui, quand on voit les sorbats qui réapparaissent en compétition, il n'y a pas un détail qui n'est pas travaillé au niveau de l'ensemble de l'équipe. On recommence à retrouver les boîtes à poudre en argent, les sabres dans le dos, etc. Donc c'est extraordinaire de voir comment l'apparition des femmes a rénové, a réformé un petit peu une certaine dérive au niveau de ces représentations. Alors sur ce pays, je rêvais, je disais, j'aimerais que la préface du livre soit écrite par une femme. J'ai eu une chance extraordinaire. C'est que grâce à Mourad, nous avons réussi à avoir une préface écrite par une grande dame de la littérature marocaine, professeure d'université, francophone, enseignant les lettres, qui au départ a été extrêmement prudente quant à son acceptation de la demande, et qui à un moment donné, Mourad lui a dit « Allez voir ce que fait Gérard et on en reparle ». Elle a été voir le site, mes images, etc. Et elle est revenue avec un oui enthousiaste, et elle nous a offert, parce que pour moi c'est un cadeau, elle nous a offert une magnifique préface. Zakia Iraki, fait partie des Sinasseur, qui fait partie des grandes familles marocaines, vraiment a signé la préface de ce livre, et pour moi ça a été un honneur. Ok. On va terminer là-dessus, Gérard. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les photographes qui souhaiteraient auto-éditer un livre ? Ils doivent commencer par quoi ? Un conseil ? Bien réfléchir au projet, essayer de ne pas se laisser aller sur la tendance, la mode, ou faire ce que j'appelle le livre de plus, pour ne pas dire à un moment donné le livre de trop. Oui. Je crois qu'à l'heure actuelle, il en est des livres, photos, comme du reste. On est dans une société de profusion, en fait. Et il arrive un moment où la profusion est destructrice, en fait, de la qualité. Nous regardions en venant aujourd'hui les livres qui étaient en présentation sur les stands des autoroutes. Hein. Oui. Quand on voit la quantité de livres et la qualité, n'en doutons pas. On a vu un livre sur Picasso, on a vu un livre sur les plus belles photos, un livre de témoignages énorme, immense. Alors, je crois que le problème, c'est... enfin, le problème, non, mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Pourquoi ? Et à partir du moment où j'ai répondu à ces deux questions, c'est qu'est-ce que ça va amener de nouveau, de différent, d'exceptionnel, de particulier ou de distinctif ? Voilà. Je pense que la première question, c'est une question presque métaphysique, en fait. On ne définit pas un livre. Le livre est autre chose qu'un objet. C'est une pensée, c'est un véhicule de la pensée, c'est un véhicule de l'émotion, c'est un véhicule d'une personnalité. Et donc, partant de là, il y a d'abord une réflexion quasi métaphysique avant même de passer ensuite à, disons, la démarche de nature opérationnelle. Je vais te donner, enfin, te livrer
pas un secret, non, mais un vœu personnel. Je ne sais pas si je pourrais le réaliser pour 2 raisons. D'abord, il faut d'abord clôturer, que l'aventure itinérance se réalise et se finalise correctement. Et puis, il faudra que moi, qui avance en âge, chaque année un peu plus, comme tout le monde, mais quand on avance en âge, il arrive un moment où les années sont de plus en plus courtes. Je rêve de donner un petit frère à itinérance, qui s'appellerait Fantasia. Okay. Parce que la Fantasia, c'est quelque chose de particulièrement important dans la culture marocaine. Il faut pas oublier que il y a une maxime qui dit c'est l'air du paradis qui souffle entre les oreilles d'un cheval. Et c'est révélateur de cet amour immodéré, irrationnel que le Marocain a pour le cheval. Nous aimons en animal de compagnie, on adore nos chiens et nos chats. Le Marocain, il adore son cheval. Dans la campagne, chez les fellahs, on nourrissait le cheval avant de nourrir les membres de la famille. Le fellah, il allait d'abord s'occuper de son cheval. Donc, j'aimerais effectivement donner un petit frère à itinérance qui s'appellerait Fantasia, mais si Fantasia un jour existe, il aura, à la virgule près, la même esthétique qu'itinérance, dans une couleur différente. Mais il aura exactement, ce sera véritablement une logique de tome 2, en quelque sorte, aussi bien au niveau du livre que d'un coffret collector. Donc c'est dire que, pour moi, c'est un accomplissement, ce livre. Tel que je l'avais rêvé, tel que je ne savais pas si je pourrais le réaliser, pour des questions financières, mais pour moi, c'est un accomplissement. Est-ce que je serais capable d'en faire un autre? Je n'en sais rien, mais au moins, celui-là a un mérite, il existe. Merci Gérard. Merci d'avoir suivi ces 2 épisodes avec Gérard. Je vous retrouve la semaine prochaine avec Philippe Ponce qui a réalisé un très beau livre qui s'appelle 30 ans de voyage. Oui, c'est ça, 30 ans de voyage. Merci à tous, au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ça serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.